une armée cyber, oui, ça, on peut en parler. Nous donnons les moyens pour lutter contre ces cyberattaques. La guerre en Ukraine fait planer une nouvelle menace en Occident, celle de cyberattaques russes. Aujourd'hui, l'arme numérique fait partie intégrante de l'arsenal des pays développés, autant sur le plan offensif que défensif. En France, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information a incité les entreprises et les administrations à renforcer leur prévention. 2 jours après le début de la guerre, le ministère de l'Intérieur a exhorté tous les préfets à rester vigilants face au risque de cyberattaques élevées. Quelle est réellement l'ampleur de la menace ? La France peut-elle y faire face ? On y répond dans Factu. En matière de cyberdéfense, la Russie a développé une véritable expertise dans ce domaine, beaucoup plus tôt que l'Occident. À la fin de la guerre froide, les stratèges russes comprennent qu'il n'est plus question de gagner une guerre conventionnelle. Ils cherchent alors à maintenir leur arsenal nucléaire, moderniser leurs forces et surtout à développer leurs moyens de mener une guerre de l'information. Il y a plusieurs déclarations très claires au milieu des années 90 qui stipulent qu'ils allaient monter des bataillons, des régiments de guerriers de l'information, de cyberguerriers. Et c'est comme ça qu'ils ont construit leur puissance qui a commencé à s'exprimer au début des années 2000. Joe Biden, au début de sa mandature, rencontre Vladimir Poutine en lui exposant les limites à ne pas franchir sans qu'il réponde. Cette cyberdissuasion porte ses fruits. Des groupes de cyber-hackers russes disparaissent aussitôt. Mais, le 23 février, veille de l'invasion russe, plusieurs administrations ukrainiennes subissent une cyberattaque d'ampleur. Plusieurs sites, celui du ministère de la Défense, de l'Intérieur et des Affaires étrangères, le site du Parlement et de 2 banques commerciales, sont attaqués via des attaques de déni de service. Quelques heures après la déclaration de guerre de Vladimir Poutine, le réseau satellitaire Viasat, assurant une connexion en Ukraine et dans différents pays d'Europe, est victime d'une cyberattaque. Des milliers de personnes sont privées d'une connexion Internet. D'autres signes sont visibles. Depuis plusieurs mois, le satellite russe Luch effectue d'inexplicables manœuvres venant se placer sous les faisceaux d'émissions de satellites occidentaux. Les câbles sous-marins constituent également une cible potentielle. Ils assurent plus de 90% des connexions Internet internationales. L'Europe en dépend pour de nombreux usages. Une mise en défaut de ces câbles aurait des conséquences économiques désastreuses. Mais si des signes de menace sont perceptibles, il est difficile d'identifier clairement les agresseurs potentiels. Et c'est une cyberguerre qui ne dit pas son nom, parce qu'en plus elle est faite de manière assez anonyme, dans la mesure où dans le cyberespace, attribuer une attaque n'est pas aussi simple que ça. Dans le contexte d'une cyberguerre, il est d'autant plus facile de se cacher. Il est rare que les attaques soient des attaques d'État. Il faut quand même savoir qu'une éventuelle cyberattaque déclenchée par un État serait considérée comme un acte de guerre par l'OTAN. Donc c'est pas complètement innocent. Et l'ANSSI aussi a bien mis en garde contre le fait qu'on ne pouvait pas à l'heure actuelle, exactement compte tenu de la nature même, si vous voulez, des pirates informatiques ou des hackers, être sûr qu'ils soient diligentés par un État. Ces pirates sont des pirates non étatiques, menant leur action sans mettre en cause directement la responsabilité gouvernementale. Les Russes utilisent des cyber-mercenaires, des pseudo-groupes, des groupes pseudo-étatiques. On sait qu'ils sont soutenus par l'État, mais qui, sur le net, s'identifient comme des groupes autonomes. Et s'il est difficile d'identifier clairement les agresseurs, il est compliqué aussi de cerner les objectifs visés et les modes d'action. Par exemple, un virus peut être introduit dans un réseau et se révéler nocif bien plus tard. La difficulté, ça va être notamment de bien détecter qu'il n'y a pas de charge dormante, c'est-à-dire qu'à l'occasion d'une intrusion qui a pu peut-être se dérouler il y a plusieurs semaines, voire pourquoi pas plusieurs mois, qu'il n'y a pas de charge active. Et face à ces menaces, la France a développé une stratégie de défense. Tous les pays ont désigné des secteurs stratégiques qui permettent la continuité de la vie en société. La France a été un des premiers pays en Occident à mettre en place des mesures de prévention. Cela a été initié avec une loi de programmation militaire au milieu des années 2000. En France, par exemple, la loi a désigné au sein de 12 secteurs d'activité, alors c'est les transports, c'est l'énergie, c'est le traitement de l'eau, c'est le service financier, les télécommunications, et au sein de ces secteurs, on a identifié des entreprises dont la continuité de service est strictement nécessaire à la collectivité nationale. Ces entreprises ont donc mis en place des mesures de prévention et des procédures de sécurité.
Un peu plus de 300 entreprises dont la liste est classifiée, qui augmente d'ailleurs régulièrement, qui sont ces entreprises issues de cette douzaine de secteurs d'activité, de manière à leur demander d'avoir des politiques très strictes de protection de leur système d'information. L'Union européenne a renforcé cette protection en 2018 avec la directive Nice. En termes de défense, l'anticipation est primordiale. Elle permet de détecter, circonscrire l'attaque et trouver des moyens alternatifs. Et la première faille reste l'homme. Toute infection de grande ampleur a démarré par un lien, par un clic souvent involontaire. Et donc plus les utilisateurs que nous sommes, quels que soient les grades, les échelons hiérarchiques, les domaines d'activité au sein des entreprises ou des administrations, doivent être conscients qu'il peut constituer ou elle peut constituer un vecteur d'infection. Dans le cyberespace, les attaques visent toujours les points les plus faibles. Elles visent les bases des centres d'intérêt vitaux sans lesquels ils ne peuvent fonctionner. La meilleure défense reste alors la conscience de ce risque et la prévention maximale. Désormais, en France, le niveau de défense est suffisamment élevé pour faire face à de potentielles attaques. On est monté en puissance dans d'excellentes conditions avec une excellente organisation. Ça, c'est un point extrêmement positif. Et ce qui fait qu'on a pu bien rassembler les forces, on a des vraies compétences techniques. Et le cybercommandement est devenu pratiquement une armée en soi.